Et maintenant, je vous propose qu'on engage la première table ronde, dont le titre est « Analyse des attaques subies par l'industrie française depuis des années, quelles leçons en tirer ?» Et donc, tu vas peut-être nous présenter M. Lahidi et M. Arbulot, même si j'ai l'intime conviction que beaucoup d'entre vous les connaissent. La première table ronde commencera par M. Ali Lahidi, qui est docteur en sciences politiques, chroniqueur à France 24, chercheur à l'école de pensée sur la guerre économique, le PGE, et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier traite des batailles du commerce mondial aux éditions PUF en 2021. Le deuxième intervenant de cette table ronde sera M. Christian Arbulot, qui est directeur et cofondateur de l'école de guerre économique, un des pionniers de l'intelligence économique en France, auteur de nombreux ouvrages, plus d'une quinzaine d'ouvrages, dont le dernier est L'art de la guerre économique en 2018. À la fin de la table ronde, il y aura ce qu'on appelle les cas d'école, c'est-à-dire des intervenants ou des étudiants de l'école de guerre économique qui illustreront un cas spécifique de guerre économique qui ont été organisés contre des industries françaises. Vous avez la parole, Monsieur Lahidi. Merci. Voilà. Merci Madame la Sénatrice pour cette invitation et l'organisation de son colloque. Merci Arnaud aussi pour toute l'organisation. Donc merci à vous tous d'être présents. Je m'adresse à vous en tant que chercheur à l'EPGE et absolument pas en tant que journaliste à France 24 parce que je n'ai pas le droit d'engager la communauté des journalistes de France 24. Donc tout ça pour être très très clair, je vais en une quinzaine de minutes vous poser les fondements du concept de guerre économique. Madame la Sénatrice, vous n'entendez pas? Voilà. Donc, je disais que je vais poser en une quinzaine de minutes le concept de guerre économique pour savoir vraiment de quoi on parle. Et je vais d'abord commencer par une définition et vous dire combien ça pose un problème de définir la guerre économique parce que justement, le monde académique n'a pas proposé de définition sur le concept de guerre économique. Donc, c'est celle que j'ai apportée dans ma thèse en 2009. La guerre économique, c'est l'utilisation de moyens déloyaux et ou illégaux pour préserver ou conserver un marché. Et j'ajoute que la guerre économique existe à la fois en temps de paix et en temps de guerre. Donc pour résumer, la guerre économique, c'est le recours à la violence dans le champ de la compétition économique qui, soi-disant, d'un point de vue théorique, d'après l'école néoclassique, doit être pure et parfaite. Et en vérité, elle ne l'a jamais été pure et parfaite. Et la violence a toujours été présente dans le champ économique. Et contrairement à ce qu'on nous dit depuis 3 siècles, le champ politique n'a pas le monopole de la violence. La violence existe dans le champ économique et c'est cela qu'on étudie dans le concept de guerre économique. Alors on l'étudie d'abord pour le fonder. Ça fait 25 ans que je travaille sur ces questions et à chaque fois on nous renvoie dans nos 22 en disant que ça n'existe pas la guerre économique avec un double discours, 2 échelles. Une partie des libéraux et de la droite qui nous disent que la guerre économique n'existe pas parce que reconnaître l'existence de la guerre économique, c'est reconnaître la légitimité de l'intervention de l'État, seul détenant la violence, donc pour pouvoir réguler les relations économiques. Donc à droite, on n'a jamais voulu reconnaître le concept de guerre économique. Et à l'autre bout de l'échelle, à gauche également, on n'a jamais voulu reconnaître le concept de guerre économique, puisque c'était un concept qui était, selon la gauche, un prétexte donné au patronat pour demander aux salariés de mettre fin à tous les acquis sociaux qu'ils ont depuis 1945 au nom de la compétition économique mondiale. Or, c'est tout le contraire de la guerre économique. Du moins, l'étude, notre approche avec Christian Arbulot et un certain nombre d'autres acteurs, notre approche est au contraire de dire qu'il faut préserver le modèle social français, socioculturel français, parce que la guerre économique menace ce modèle socioculturel. Et pour fonder donc ce modèle, moi j'amène la preuve qu'il existe. D'abord la preuve historique. J'ai écrit un livre qui s'appelle l'histoire mondiale de la guerre économique et je remonte au néolithique pour montrer l'existence de la guerre économique. À partir du moment où l'homme se sédentarise, à partir du moment où il crée l'agriculture, il crée alors des stocks. Et à partir du moment où il crée des stocks, il y a évidemment d'autres individus qui sont intéressés pour voler, s'emparer de ces stocks-là. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont des grands spécialistes de la préhistoire qui parlent bien de guerre à l'époque économique, à l'époque de la préhistoire. Puis après, on peut remonter
tranquillement l'histoire pour montrer l'existence de la guerre économique à travers ne serait-ce que les grandes découvertes, Colomb, Vasco de Gama en 1497, etc. La création des compagnies des Indes orientales, extraordinaire, les premières multinationales qui non seulement vont pouvoir se faire la guerre entre elles, mais aussi faire la guerre aux peuples qu'ils rencontrent en Asie notamment, qui vont pouvoir avoir le droit de faire des traités avec des princes dans ces régions, qui vont pouvoir battre monnaie, qui vont pouvoir rendre justice elles-mêmes, etc. Donc, bref, la guerre économique a toujours existé. Et c'est assez étonnant que nous n'en parlions de nouveau en France comme un pays en retard sur la question, parce que on est le premier pays au monde à avoir conceptualisé la guerre économique. C'est deux militaires lors de la Première Guerre mondiale, deux militaires français qui, s'apercevant que la Première Guerre mondiale était en train de s'embourber dans les tranchées, ont proposé de mener à l'Allemagne la guerre économique, donc une guerre totale. Et ces deux militaires, Tannery et autres, ont proposé des concepts de guerre économique. Et ils ont même formé nos amis anglo-saxons, d'abord nos amis anglais, mais ensuite formé nos amis américains sur le concept de guerre économique. Le problème, c'est que nos amis anglo-saxons ont continué à réfléchir sur ces questions. Et nous, après la Première Guerre mondiale, après 1918, on s'est arrêté alors que ces fameux militaires avaient proposé au gouvernement français de basculer les concepts de guerre économique dans le civil et notamment par la recueil du renseignement commercial. Mais nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Donc vous voyez qu'on peut poser la question historique de la guerre économique, pas seulement pour faire de l'histoire, mais pour montrer une chose qui est très importante, c'est que la guerre économique n'est pas liée à un cadre idéologique. Ce n'est pas la question du néolibéralisme ou du libéralisme ou du marxisme. Elle a toujours existé. C'est une question anthropologique qui nous concerne depuis que l'homme est l'homme. Or, nous, Européens, en particulier Français, on a complètement zappé cette dimension anthropologique de nos rapports. Pas nos amis anglo-saxons, pas nos amis chinois, pas nos amis japonais, comme je vais vous le montrer. Donc, il y a un réarmement des États après la chute du mur de Berlin, où on s'aperçoit que l'un des plus grands guerriers économiques, c'est le samouraï japonais, qui a mis en place, d'après un rapport de la CIA, un système de doctrine d'intelligence économique aussi puissant que discret, qui a permis à Japon, défait en 1945, à devenir, dans la fin des années 80, le premier challenger des États-Unis. Donc, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y avait une vraie vision stratégique d'intelligence économique. Évidemment, les Américains sont très pragmatiques. À partir de ce moment-là, au début des années 90, ils réorientent leurs priorités, c'est leurs intérêts économiques. Et Warren Christopher, qui était à l'époque secrétaire d'État en 93, va devant le Congrès américain, donc c'est comme s'il venait ici, et il dit « Il nous faut les mêmes moyens que nous avons eus pour lutter contre l'Union soviétique, il nous faut ces mêmes moyens pour faire face à l'hypercompétition économique qui s'ouvre. » Donc vous voyez que chez nos amis américains, ça a switché de la guerre froide, on est passé à la guerre économique. Et pendant ce temps-là, nous, on était complètement absents, nous, c'est-à-dire les Français et les Européens. Et évidemment, pendant ce temps-là aussi, on n'a pas vu qu'un autre pays se réarmait. À partir de 1978 et des décisions de Deng Xiaoping, on n'a pas vu que la Chine aussi était en train de se réarmer économiquement, d'abord pour rattraper son retard scientifique et technologique, et ensuite pour nous passer devant. Vous savez qu'aujourd'hui, la Chine est partie de zéro sur le nucléaire civil, et aujourd'hui, la Chine nous concurrence et même est devant nous sur les réacteurs nucléaires civils de 4e génération. Donc, à la rigueur, aujourd'hui, c'est à nous d'organiser des opérations pour aller chercher le renseignement économique chez nos amis chinois. Donc on n'a pas vu ça aussi, on est passé à côté. De manière plus récente, on a deux pays qui ont décidé, là encore, de se réarmer. D'abord, certes, l'Allemagne aussi a décidé de se réarmer avec des systèmes de surveillance des investissements étrangers, mais plus récemment encore, on a nos amis anglais ayant quitté l'Europe qui ont créé l'Investment Security Unit. C'est carrément un service de renseignement pour prendre en compte les investissements étrangers en Grande-Bretagne, alors que, souvenez-vous, il y a encore 10 ans, les Britanniques étaient très fiers de vendre leurs entreprises à des étrangers. Aujourd'hui, c'est terminé. Ils veulent
protéger leurs entreprises et protéger leurs intérêts. Et ce qui est d'intéressant chez eux aussi, c'est que c'est pas seulement une initiative de l'État, c'est une initiative de l'État qui mêle le privé. Donc ça veut dire que cet organisme au sein du bureau de l'équivalent du ministère de l'Industrie, de la Technologie, eh bien ces gens-là seront capables de faire appel au privé pour faire de la protection et de la sécurité économique. Et encore plus récemment, nos amis japonais, qui étaient donc des grands samouraïs économiques, ont créé un poste ministériel un ministre donc de la sécurité économique. Donc on est passé à un niveau supérieur. Vous voyez que nous on a avancé à partir du rapport Martre de 1994, mais eux sont allés encore plus loin et ont décidé de placer au niveau ministériel un ministre sur la sécurité économique. Donc mon travail de chercheur et de journaliste sur ces questions, c'est évidemment pas d'appeler à la guerre économique. Mon travail, c'est d'appeler à au moins à l'intérêt de ce phénomène de la guerre économique pour éviter qu'il bascule vers la guerre tout court et surtout éviter que la France et l'Europe quittent l'histoire. Parce que faut pas se leurrer, on n'est pas seulement ici pour protéger l'industrie française, c'est toute une culture, c'est tout un pays qui est là menacé de quitter l'histoire parce que on risque d'être pris en tenaille par la puissance américaine et chinoise. Et donc l'idée pour moi, c'est pas d'appeler à la guerre économique, mais bien de réfléchir à ces questions, parce que le concept même de guerre économique, c'est pas un concept guerrier, c'est un concept qui dit il faut empêcher tout acteur hégémonique d'uniformiser le monde. Il faut donc protéger la diversité des régimes sociaux, culturels dans ce monde-là. On a beau être d'accord sur le fait d'être sur une géoéconomie de marché, pour autant, on a encore, jusqu'à présent, des façons différentes de vivre à Paris, à Marseille, à Pékin, à Tokyo, à Alger, à Pretoria. Et ces façons de vivre, de s'habiller, de se cultiver, de s'alimenter, ce sont des écosystèmes culturels qu'il faut défendre et qui sont menacés justement par les désirs d'uniformisation du monde par les plus puissants des pays. Et je vais terminer par dire simplement que si on a tant de retard aussi en France et en Europe, c'est parce que, évidemment, nos élites sont complètement à côté de la plaque, et nos élites politiques, excusez-moi de le dire, nos élites économiques sont complètement à côté de la plaque, nos élites universitaires sont complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun laboratoire aujourd'hui universitaire qui travaille sur ces questions-là. Nos élites à Bruxelles sont complètement à côté de la plaque. Vous leur demandez quels sont les textes doctrinaires sur la sécurité, ils vont vous sortir des textes sur la lutte contre la prolifération nucléaire, contre évidemment le changement climatique, maintenant contre l'immigration, etc. Mais quand vous leur dites quels sont vos textes pour assurer la sécurité économique de 450 millions de citoyens européens, il n'y a rien, il n'y a aucun texte. Alors il y a, depuis 2016, c'est pas un hasard, Brexit plus Trump, un certain nombre d'outils, ce qu'ils appellent des outils de défense commerciale par la Commission qui ont été révisés, notamment dans la lutte contre le dumping, mais il n'y a absolument pas de doctrine, de stratégie à long terme pour préserver l'Europe dans cette guerre. Je vais essayer de compléter ces propos. Alors je vais m'aider de quelques diapositives pour revenir sur les notions d'affrontement, justement. Ali nous précisait qu'il y avait un problème d'étude, d'analyse, de compréhension de ces phénomènes. Là, je vous ai mis les trois axes, disons, qui ont structuré la pensée sur la notion de sécurité économique. Je ne reviens pas sur l'espionnage industriel, je ne reviens pas sur les pillages techniques et technologiques, et ni sur la prédation économique. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que malheureusement, comment la magistrature intègre, par exemple, la notion d'espionnage industriel? Eh bien, elle l'intègre très très mal. Il y a une affaire qui avait défrayé un tout petit peu la chronique de notre milieu, qui a été l'affaire Michelin il y a quelques années,
où, alors c'était à l'Assemblée nationale, c'était pas au Sénat, mais le directeur du service juridique de Michelin faisait remarquer que les magistrats qui avaient eu à juger l'affaire les concernant considérait que l'espionnage industriel, en fait, c'était surtout un problème d'ordre militaire, que ça concernait plutôt l'industrie de défense, et que si on voulait faire appliquer un texte de loi qui avait été réformé dans les années 95 et qui mettait en perspective l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, il fallait livrer au dossier tous les secrets industriels que le cadre de Michelin qui voulait les vendre à un groupe japonais, et ça, c'était pas possible parce que ça les mettait sur la place publique et ça causait tous les problèmes que vous pouvez imaginer. Sur le pillage technique et technologique, retenons quand même que c'est une des plus grandes défaites du monde occidental dans l'histoire du XXe siècle, qu'on n'assume pas et pour des raisons évidentes, puisque c'est face à l'Union soviétique dans un premier temps, c'est face au Japon dans un second temps, et c'est face à la Chine dans un troisième temps. Et surtout pour ce qui est de l'ordre de l'Union soviétique et de la Chine, le pillage, hélas, c'est pas simplement le fait d'agents de renseignement de puissances étrangères. Le pillage, il est venu soit par des citoyens de notre pays, et c'est une histoire qu'on a du mal à assumer, mais qui est réelle. Et puis, si je parle plutôt de la Chine, vous savez très bien que les étudiants chinois, et sans les stigmatiser, un certain nombre d'entre eux participent très largement à ces problèmes de renseignement économique ouvert et qui nous posent beaucoup de problèmes. Je note aussi sur la prédation que qui a étudié la prédation en France, Ali, quand on se pose la question, on a vu une personne qui passe sur Xerfi TV, une seule, et que c'est un concept qui est inexistant. Donc je crois qu'on peut effectivement à ce niveau-là parler d'angle mort. Donc c'est vrai que si on doit recenser les problématiques d'agressivité, voire d'agression contre notre système économique, si on n'a pas derrière des équipes pour les intégrer dans le monde académique en termes de concepts pertinents, si on n'a pas derrière la lucidité d'admettre l'amplitude des problèmes posés, si je reviens sur le pillage technique et technologique, on en a eu un vague aperçu durant l'affaire Farewell, fin des années 70, début des années 80, avec cette livraison de dizaines de milliers de documents, mais on n'en a jamais vraiment cerné publiquement l'ampleur. Et bien, j'espère qu'un jour les historiens le feront, parce qu'on découvrira que c'est une défaite stratégique du monde occidental sur ce terrain-là qu'on n'a jamais voulu assumer, et surtout on n'a jamais voulu en tirer les conséquences. Arnaud ? Juste en flash, mais quand on parle de prédation économique, je crois que ça serait quand même intéressant qu'on s'y intéresse un tout petit peu, parce qu'on n'est pas sur un terme creux, on est sur des choses assez précises. Quand je parle de destructeurs d'entreprises et revendeurs sur étagère, détournement de fonds publics pour valoriser une concurrence étrangère, acheteurs étrangers de sous-traitants pour encercler des concurrents nationaux, profiteurs étrangers de subventions européennes, piratage de brevets industriels et brevets logiciels, détournement de la propriété intellectuelle, on est dans la vraie vie. On n'est pas dans le fantasme, et malheureusement ces sujets-là ne sont pas vraiment des sujets étudiés comme ils devraient l'être. Alors, bien sûr, pour compléter ce qu'a dit Ali, la guerre économique, elle évolue. Elle évolue, et c'est vrai qu'aujourd'hui, Ali parlait de guerre, d'affrontement économique entre la Chine et les États-Unis, et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on est passé, ou on est en train de passer, dans ce que j'appelle une guerre économique systémique. C'était pas tout à fait le cas durant la guerre froide, parce que le bloc de l'Est n'était pas du tout au niveau du bloc de l'Ouest, pour aller chercher, malgré les déclarations de Nikita Khrouchtchev dans les années 60, disons qu'il allait rattraper l'économie occidentale, mais on était là dans un déséquilibre trop important. En revanche, là, c'est plus du tout le cas, et quand je parle de guerre économique systémique, je crois qu'il faut bien comprendre que l'économie américaine, de par son fonctionnement, n'a pas grand-chose à voir avec l'économie d'un régime communiste qui s'appelle la Chine, et on le découvre de plus en plus, qui est une économie très particulière et où le politique joue un rôle majeur dans l'orientation d'une planification sur non pas le court terme mais sur le moyen et long terme, et dans une logique de conquête bien sûr. Donc on a vraiment, si vous voulez, un problème dans le sens où, je crois qu'Ali a largement insisté sur le point qui est pour nous est vital, c'est que nos élites n'ont pas capté ce message-là. Et hélas, une grande partie d'entre elles ne continuent pas à le capter.
Alors, on parle de mode d'attaque. Je voulais juste faire un focus cet après-midi sur un mode d'attaque qui nous semble de plus en plus important et qui n'est malheureusement pas étudié comme il devrait l'être, une fois de plus. C'est ce que j'appelle la notion d'encerclement cognitif. Alors, si ça vous intéresse, je vous renvoie notamment à un numéro des Cahiers de la guerre économique, le numéro 1 et 2 d'ailleurs, qui traite de ces problématiques que vous pouvez télécharger en ligne gratuitement sur OGE.fr. Et cet encerclement cognitif, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que j'appelle un processus informationnel visant à affaiblir, à assujettir ou à soumettre des adversaires à une domination de type cognitif. Ce qui veut dire concrètement quoi ? Ce qui veut dire que pendant très longtemps, la guerre économique, c'était un fort qui affaiblissait un faible ou qui prenait possession de ses terres ou l'obligeait à subir ses lois commerciales. Là, on est dans autre chose. Et cette autre chose, qu'est-ce que c'est ? Et là, j'insiste beaucoup sur ces points-là parce que c'est des points sur lesquels on glisse très vite, sur lesquels on ne s'arrête pas. Et en revanche, au sein de l'école de pensée guerre économique et au sein du futur centre de recherche qui va voir le jour en janvier et où on va se retrouver tous les deux, Ali et moi, avec d'autres personnes, j'insiste sur cette notion d'encerclement. Éviter toute assimilation à un ancrage national pour ne pas être diabolisé. Je ne vais pas vous faire l'étude de cas des GAFAM, mais je crois que c'est un cas d'école, justement. C'est-à-dire que le conquérant aujourd'hui ne veut en aucun cas apparaître comme un conquérant et fera tout pour éviter d'apparaître comme un conquérant. Deuxièmement, il est clair qu'il ne faut jamais construire une légitimité qui soit une légitimité négative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les forces qui sont dans des logiques d'accroissement de puissance par l'économie, parce que ça, c'est un élément constitutif de la guerre économique, eh bien, leur légitimité aujourd'hui, c'est d'apparaître plutôt comme des forces utiles qui rendent service et en aucun cas des forces qui appauvrissent, qui affaiblissent et qui réduisent la marge de manœuvre de territoire ou d'économie. Là, je vous mets rapidement un exemple sur les yeux sur lequel on a travaillé, qui est un cas d'école à l'EGE. C'est effectivement la manière dont un certain milieu, en l'occurrence celui qui veut commercialiser à travers le monde des substituts à la viande pour venir en aide à la population mondiale, pour mieux la nourrir à l'horizon 2050, et ça pourrait se limiter à ça, leur discours. Dans ce cas-là, on serait dans une logique de concurrence. Bah, ça se limite pas à ça. Là, on a vraiment une démarche de guerre économique sur 3 échiquiers, comme on dit dans notre jargon à l'EGE, un échiquier qui apparaît comme concurrentiel, mais où les lois de la concurrence sont complètement modifiées, puisque celui qui attaque se présente comme quelqu'un qui rend service, parce que l'ancienne filière n'est pas capable de le faire, en fait. Et en plus, ça fait apparaître des choses complètement déroutantes, hein, quand le PDG de Microsoft dit les substituts à la viande, c'est une des 10 technologies d'avenir, il ne dit pas par hasard, il y a des logiques de conquête du marché mondial en termes de l'alimentation sur un élément déterminant, et la filière traditionnelle, elle ne voit pas arriver le coup et elle n'a pas de discours pour le concret. Le deuxième échiquier, c'est celui de l'expertise, c'est-à-dire que quand on veut déstabiliser justement un secteur économique, eh bien la première chose qu'on va faire, c'est d'essayer de révéler tous les points faibles ou les défauts. Et là, les experts jouent un rôle très très important, alors que la plupart du temps, ils apparaissent comme neutres. Et le troisième échiquier, eh bien, c'est celui de la société civile. Et là, je dirais que ce troisième échiquier, il est d'autant plus difficile à contrer qu'une partie des acteurs, quand ils disent des choses, ben, ils ont raison. C'est vrai qu'il y a des vidéos de L214 qui sont tout à fait pertinentes et qui révèlent des vrais problèmes, mais on comprend moins pourquoi L214 reçoit $1 million d'une fondation américaine et avec des logiques derrière qui ne sont pas du tout du type Mère Teresa ou caritative. Donc, quand on croise ces 3 échiquiers, on est vraiment sur une logique de guerre économique. Le vrai problème qu'a aujourd'hui l'appareil d'État ou la classe politique, c'est déjà de déterminer ce que c'est qu'une offensive de ce type-là, c'est d'en mesurer l'ordre de grandeur, c'est de voir quels sont les acteurs. Là, vous avez compris que j'ai pas une seule fois parlé de services de renseignement étrangers. Je parle d'acteurs économiques privés qui agissent soit au niveau d'entreprise, soit au niveau de centres d'expertise, soit au niveau de démarches normatives, soit au niveau de fondations, soit au niveau d'ONG ou d'associations. Alors je voulais justement terminer pour vous montrer visuellement qu'est-ce que c'est qu'une démarche d'attaque. Elle est multiforme, elle est multi-acteur,
elle est multi-support, donc c'est pas tout à fait n'importe quoi. Donc je vous laisse imaginer des entreprises, je repense à la filière viande traditionnelle, qui est mais à des années-lumière d'appréhender ce genre de problème au départ, dans la mesure où en plus c'était une filière où la concurrence n'était pas si dure et où les gens n'hésitaient pas même à s'échanger parfois des aspects technologiques. Et dernière diapositive qui me semble importante, si elle passe, essayer de... Je ne sais pas si elle passe, hélas. Oui, on va la voir, continue jusqu'au bout. Voilà. C'est vous montrer le rapport de force. C'est-à-dire que dans cette logique de guerre économique, il faut que vous compreniez bien que celui qu'on croyait comme fort sur le plan de l'information, et là on pense aux grands groupes, et là on pense à leurs moyens relationnels, leurs relations avec le politique, leurs relations avec les médias, eh bien ce rapport de force, il est en train de s'inverser. Et là, vous l'avez typiquement par toutes les démarches d'attaque qui peuvent être développées par un acteur, et je le répète, et ça, c'est typiquement ce que j'appelle une logique d'encerclement cognitif, où l'agresseur va plutôt être dans le camp du bien, où l'agresseur va se présenter comme quelqu'un qui rend service, où l'agresseur va se présenter comme quelqu'un qui dénonce des scandales, qui va justement toujours et tout faire pour en aucun cas, apparaître comme une démarche offensive avec un volet conquérant comme celui que Ali a décrit. Mais quand on revient un peu sur le jeu des acteurs, je vous parlais de la Silicon Valley, Microsoft, quelques-uns ont quand même en tête que Microsoft, à une époque, était considéré comme une entreprise de gangsters. Il y a eu un procès Microsoft contre Netscape qui a défrayé la chronique aux États-Unis. Vous pouvez consulter les minutes de ce procès. Eh bien, l'entreprise Microsoft était dans toute une partie de son activité, dans l'illégalité la plus pure, et elle a été condamnée pour ça, d'accord ? Donc il faut voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière les facettes très avenantes, derrière les discours très humanistes, derrière les mains tendues, derrière les logiques de service pour l'humanité. Ce n'est pas si simple, et c'est pour ça que j'abonde complètement dans le discours d'Ali, c'est-à-dire que si on veut renverser ces situations-là, eh bien effectivement, il faut d'abord être lucide, et vous allez être d'autant plus avec les autres interventions qui vont suivre, mais il faut aussi être proactif et avoir des capacités pour équilibrer le jeu, pour éviter que la guerre économique n'aboutisse pas justement à un phénomène de destruction totale avec des conséquences qui ne sont hélas que nuisibles, sauf pour la toute petite minorité qui en tire profit. Voilà, je vous remercie.